crypto, pourquoi le bull run n'est pas terminé? Ok, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spécifique dans laquelle on va regarder point par point pourquoi je pense que le bull run n'est pas terminé et qu'on est que dans une petite période un petit peu transitoire comme ça dans laquelle on a quelques doutes. Pour te la faire courte, j'ai une vision à long terme, plutôt très long terme même, j'ai envie de dire, et dans celle-ci, je vais te montrer un petit peu qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui risque de se passer dans les prochains mois et pourquoi je pense que le bull run, là, pendant cet été, on va être dans une période qui va vraiment être transitoire, là on va faire du swing, on va monter, on va descendre entre 30 et 40K environ, et pourquoi vers la fin de l'année, il risque de se passer des gros événements et on pourrait remonter, aller taper directement les 100 000 $ au niveau du Bitcoin, si c'est pas plus. Bref, on va commencer, on va voir ça point par point. Déjà dans un premier temps, on va voir donc la vision à long terme, puis après on regardera pourquoi actuellement on a une période de doute, et pour terminer, on verra ma stratégie, ce que je suis en train de faire en ce moment et comment je vois le futur. La première chose à voir donc c'est le stock to flow model, ce modèle-ci qui va faire la nuance, donc qui va surtout mettre sur un graphique la différence entre le stock, donc la quantité de crypto qu'il y a actuellement, et la quantité de crypto qui sont produites à l'année. Suite à ça, on arrive à avoir un graphique plutôt sympathique et ce graphique implique toujours une tendance en hausse. Normalement, on est censé suivre à peu près donc le trait qu'on peut voir ici. Ce trait là, c'est à peu près la cible, si tu veux, du stock to flow model. Et là, on peut voir qu'on est largement en dessous avec un Bitcoin à 31 000 $, alors que le stock to flow model enregistre plutôt un Bitcoin à 86 000 $. C'est quelque chose qu'on devrait rattraper avec le temps. Comme tu peux le voir, très souvent, en fait, on a du mal à passer, à faire cette transition là et on l'a fait un petit peu plus tard que ce qui est prévu. Cependant, ça ne veut pas dire que cette transition là ne sera pas faite. C'est quelque chose qui peut encore arriver dans le futur, c'est quelque chose qui va très probablement arriver dans le futur et c'est un bon indicateur qui permet donc d'avoir les tendances et qui permet surtout de se positionner sur ce qui va se passer. Ensuite, on a également une inflation qui est très importante aux States. Et qu'est-ce qui se passe quand on a une inflation qui est importante? Eh bien, c'est assez évident. Les gens ont peur de garder leur argent sous la forme de dollars. Les gens ont plutôt envie donc d'investir pour éviter de perdre de l'argent. Parce que si tu es dans une période d'inflation, eh ben, tu as plus tendance à dépenser ton argent là maintenant tout de suite parce qu'il aura une valeur supérieure à la valeur qu'il aura demain. Désolé pour les détails techniques, mais je ne peux pas faire autrement. Comme on peut le voir donc sur cette charte, on a un taux d'inflation qui est très élevé par rapport aux années précédentes, qui est quasiment l'équivalent de ce qu'on a eu à la crise de 2008, que tu peux voir ici, là où on avait des valeurs en 2008 qui étaient à 4, 5, allez, jusqu'à quasiment 6% d'inflation en year to year, alors que là on commence tout simplement à aller toucher les 5%, ce qui n'est pas mon signe, sachant que les données sont encore pour mai. On a encore plusieurs gros mois qui arrivent, et ce qu'il faut savoir c'est que l'inflation en fait elle se propage d'autant plus vite qu'il y a des transactions qui sont faites dans le vrai monde. À savoir que sur les mois précédents, il n'y avait pas beaucoup de transactions tout simplement parce que les gens pouvaient pas faire de transactions, je veux dire il y avait Covid, les gens aux States étaient bloqués, ils pouvaient pas trop sortir, ils pouvaient pas trop faire la fête, ils pouvaient pas trop rien faire, alors que là maintenant l'économie ouvre, il y a plein de possibilités qui vont ouvrir également et ça va vraiment permettre de faire circuler l'argent et quand l'argent circule, l'inflation augmente. D'autant plus que les States ont imprimé, si je dis pas de bêtises, 500 trillions de dollars ou en tout cas ont un plan pour imprimer 500 trillions de dollars, ce qui est une somme totalement délirante. On n'est même plus en termes de milliards, on est en termes de trillions, ce qui est totalement fou et ça c'est quelque chose qui pour moi va vraiment faire en sorte donc qu'on ait une inflation très importante et quand on a une inflation importante, les gens vont chercher logiquement à se prémunir de cette inflation là et c'est pour ça qu'ils risquent donc de rentrer dans des assets qui ont pour objectif de contrer cette inflation. Je pense donc par exemple au stock, mais ce qui est dans la tête de pas mal de gens ça va être l'or qui est connu pour être un edge contre l'inflation, mais ce qui se fait en 2021, bien évidemment, c'est les crypto-monnaies. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui va rentrer dans les crypto-monnaies simplement parce que les gens sont en train de se rendre compte qu'on a une inflation qui est très élevée. En plus, cette charte-là, elle tient pas compte de l'inflation en temps réel. C'est-à-dire que cette charte-là, elle est faite en year to year et surtout, elle va pas comparer tous les prix. Je sais pas si tu l'as vu, mais aux States, en fait, le prix du bois a totalement explosé, a fait un x2 quasiment. Le prix de l'immobilier a pris 25%. Bref, c'est des valeurs totalement délirantes qui, pour une
personne normale, pour quelqu'un de la classe moyenne, eh ben, représente mais quelque chose de totalement insane. Ce sont des gens qui ne peuvent pas se permettre de dépenser 10, 15, 20% supplémentaires chaque année, tout simplement pour vivre, sans compter les loisirs et toutes ces autres choses là qui permettent de faire vivre plein d'autres gens. Donc c'est pour ça, avec ces données-là, on peut vraiment se poser les questions et on peut se dire qu'il risque d'y avoir vraiment un exor, là où les gens vont vraiment aller se tourner vers les crypto-monnaies, tout simplement parce que l'inflation risque d'être totalement délirante dans les mois à venir. Ensuite, on a pu le voir, l'adoption des crypto-monnaies, elle est en hausse, avec le El Salvador et Paraguay qui ont décidé d'adopter les crypto-monnaies. Alors Paraguay, c'est en cours, ils sont en train de faire les papiers, mais El Salvador, c'est déjà validé, ils ont accepté le Bitcoin en tant que legal tender, c'est-à-dire en tant que monnaie légale. Ça veut dire que légalement, tu peux payer en crypto-monnaie, et ça veut surtout dire que tu n'es pas assujetti aux impôts que tu pourrais avoir sur les plus-values que tu fais dans les crypto-monnaies, ce qui est quelque chose de plutôt sympathique, si tu veux mon opinion. Ensuite, ça c'est déjà très bien. Plus El Salvador a décidé de distribuer 30 dollars donc en bitcoin à tous les adultes, à savoir que la monnaie du El Salvador n'a pas énormément de valeur comparée au dollar, et donc c'est une très bonne nouvelle parce que beaucoup de gens vont se ruer sur cette offre pour pouvoir recevoir leurs 30 dollars sous la forme de bitcoin, ce qui est plutôt cool, hein, on va pas se mentir, si tout le monde reçoit 30 dollars, et ben ça va obligatoirement pousser les gens à l'utilisation du réseau, et les gens vont commencer à comprendre que le réseau Bitcoin permet de faire des transactions, même si ce n'est pas le réseau le plus optimisé pour faire ce genre de petites transactions, par exemple pour aller acheter ton café, c'est pas ouf, hein, on va pas se mentir, mais c'est quelque chose qui va permettre aux gens d'utiliser la crypto et de se rendre compte que effectivement c'est quelque chose qui peut être utilisé au jour le jour, et c'est quelque chose qui va avoir des gros avantages par rapport aux monnaies classiques qu'on peut utiliser actuellement. Suite à ça, on a également pas mal de partenariats entre des altcoins, je pense notamment à Phantom et Cardano, qui ont fait des partenariats donc avec des administrations de petits pays et qui ont pour objectif de gérer toutes ces administrations-là avec de la blockchain. Par exemple, on a également ça avec des écoles. Si je dis pas de bêtises, c'était Cardano en Afrique du Sud qui a pas mal de projets qui veut gérer en fait les administrations. Donc par exemple les cartes d'identité, les cartes, ce genre de système là qui permet en fait d'attribuer à des élèves directement les cours auxquels ils sont associés et directement leurs notes, donc leur dossier scolaire, à travers des programmes directement sous la blockchain de Cardano. Bref, ce sont des grosses applications et ça, ce sont des choses qui pourront tourner même si on est en bear market. Tout simplement parce que le monde ne s'arrête pas quand on est en bear market, contrairement à ce qu'on peut penser nous dans les crypto-monnaies. Ensuite, plus qu'en 2017, on a une énorme facilité à rentrer dans la crypto-monnaie. Les exchanges existent et fonctionnent. Je pense à Binance, mais il y en a des tas d'autres qui sont fonctionnels et qui n'ont aucun souci. Aussi, les exchanges fonctionnent beaucoup plus en utilisant du hardware storage, par exemple des ledgers, par exemple des trésors, ce qui permet donc de ne pas perdre les fonds. Comme ce qu'on a pu voir avec MTGOX en 2014-2015, et bien là c'est quelque chose qui ne pourra qui aura moins tendance à arriver, tout simplement parce que les fonds de Binance sont gérés directement sur des hardware wallets, sur des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de hardware wallets, et donc c'est très difficile d'arriver à hacker ce type de stockage, contrairement à un stockage qui est directement sur internet. Par exemple, je pense à MetaMask. D'ailleurs, si tu as un MetaMask, fais gaffe, arrange-toi pour l'associer pour avoir une paire avec un hardware wallet, histoire de limiter la casse au cas où quelqu'un arrive à découvrir ta passphrase. Suite à ça, on a également des meilleures connaissances en termes du sujet, donc des crypto-monnaies et des bitcoins, que ce soit dans l'opinion publique, les crypto-monnaies ont quand même une meilleure image que ce qu'on pouvait avoir en 2017 et encore plus que ce qu'on pouvait avoir en 2013. C'est quelque chose qui va vraiment permettre aux gens en fait d'être plus en confiance à ce sujet-là, et surtout n'importe qui a connaissance d'un pote, d'un copain, d'une connaissance qui a réussi à faire de l'argent grâce aux crypto-monnaies, et ça c'est très très fort parce que les gens commencent à se poser la question, mais si lui a réussi à faire du bénéfice là-dessus, enfin pourquoi pas moi? Je veux dire, je suis pas plus con que lui, je peux mettre de l'argent sur les cryptos et je peux voir qu'est-ce qui va se passer. Ce qui est très intéressant et ce qui peut vraiment pousser donc à l'achat un petit peu plus massif des crypto-monnaies sur le long terme. Suite à ça, on a également donc au niveau des 21 millions de bitcoins qui existent, et bien si chaque millionnaire voulait détenir un bitcoin, donc le chiffre, et bien le prix serait déjà largement au-dessus des 100 000 dollars par bitcoin. Enfin, c'est difficile d'imaginer à quel point le bitcoin encore, il n'y a pas tellement de gens qui s'y intéressent par rapport à la population mondiale et par rapport à tout ce qui pourrait se passer si au minimum une personne, donc un millionnaire, eh bien s'intéressait donc à ces bitcoins là. Par exemple, chaque millionnaire qui décide d'acheter des bitcoins et qui veut avoir au minimum
un bitcoin, eh bien on serait déjà largement au-dessus des 100 000 dollars par bitcoin. Donc c'est très intéressant, sachant que là on met pas encore en compte toutes les petites bourses, tous les gens qui veulent simplement avoir des bitcoins parce qu'ils veulent s'en servir, pas comme objet spéculatif, mais plutôt comme système pour avoir un petit peu d'argent pour pouvoir le dépenser sans même penser à faire des plus-values dessus. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant et qui va se développer au cours des mois à venir. Je pense concrètement que de plus en plus de gens qui ont de l'argent vont voir le bitcoin comme une opportunité pour investir, pour pouvoir mettre de l'argent dessus et pour se dire c'est quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est quelque chose de très intéressant et c'est quelque chose qui sur le long terme a de la valeur, tout simplement parce que le bitcoin est adossé à des mathématiques, est adossé à de la supply et de la demande et c'est quelque chose qui techniquement va avoir beaucoup de mal à se planter sur les années à venir. Ensuite, on a également Visa qui a prévu de faire des transactions donc directement en stablecoin avec un partenariat donc pour ces transactions-là directement sur Ethereum et avec la carte qu'ils peuvent avoir directement chez Crypto.com. Ça va être très intéressant parce que ça prouve qu'on n'a pas besoin de faire des transactions directement dans des crypto-monnaies très volatiles comme le Bitcoin et que c'est possible d'utiliser la crypto-monnaie tout simplement avec des stablecoins, par exemple le Tether, même si le Tether il y a quelques interrogations dessus, mais bon ça c'est un détail, ou le USDC et arriver à faire ces transactions là donc directement sur la blockchain mais avec des monnaies qui ne sont pas sujettes à de la volatilité très très importante, ce qui peut être plutôt cool pour les gens normaux qui veulent commencer à utiliser ce genre de technologie. Après, on n'est pas encore à 100% sur de la décentralisation, surtout au niveau de ces monnaies là qui sont toutes centralisées. Je pense ça tout simplement parce que l'USDC ou le Tether, ils doivent avoir à un moment l'équivalent en cash sur leur compte, sinon ils peuvent pas payer les gens, ce qui serait dommage, ça ferait un bank run, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, parce que ça pourrait vraiment faire baisser énormément le marché sur le court terme si c'est quelque chose qui arrive. Ensuite, on a les tweets d'Elon Musk qu'on a pu voir sur ces dernières semaines qui ont de moins en moins d'impact sur le cours des crypto-monnaies. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que si quelqu'un qui fait un tweet peut faire des plus 15, plus 20, plus 25%, tout simplement, c'est pas bon parce que les gens vont se dire, mais votre truc là, si un seul mec peut faire bouger le cours comme ça, mais à quel point c'est sécurisé? Tout simplement, ça l'est pas. Alors que non, c'est quelque chose qu'on a pu observer sur les dernières semaines, sur les derniers jours, même avec certains tweets d'Elon Musk qui n'ont pas énormément fait bouger le cours des marchés. Et ça, c'est une très bonne nouvelle sur le long terme parce que c'est quelque chose vers lequel on tend. Plus le bonhomme en fait va crier au loup, moins les gens vont avoir tendance à le croire et moins ça va avoir d'impact directement sur les cours. Ensuite, on a de la décentralisation qui est de plus en plus importante, notamment avec tous les mineurs de Bitcoin qui commencent à quitter la Chine. Et oui, la Chine ne veut plus des mineurs de Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe? Les mineurs de Bitcoin, ils ont quand même leur matériel derrière eux. Alors, tu sais quoi? Ils délocalisent. Ils vont dans d'autres pays qui sont un petit peu plus favorables au mining de Bitcoin, ce qui est bon pour la décentralisation. Tout simplement parce qu'on va avoir du mining qui va être dispersé un petit peu partout dans le monde et qui, si un pays décide complètement de bloquer le mining de Bitcoin, il n'y a pas de souci, tout simplement parce qu'il y a énormément de pays à côté qui peuvent se permettre de continuer de miner du Bitcoin. Voilà donc pour ma vision à long terme. Maintenant, on peut passer à la période transitoire de doute qu'on est en train de voir. Le premier point dont j'ai envie de te parler, c'est surtout le fait que les gens vont retirer en ce moment parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent et qu'ils ont envie de le dépenser, que ce soit à Miami ou Las Vegas. C'est quelque chose qu'on a pu voir ces dernières semaines, là où il y a énormément de trafic, il y a énormément de monde qui se déplace à Las Vegas pour aller dépenser des sommes totalement monstrueuses au casino ou simplement pour faire des soirées, là où les gars vont se payer des DJ, vont se payer des bouteilles à des dizaines de milliers de dollars, tout simplement parce qu'ils ont envie de flex, parce qu'ils ont envie de montrer qu'ils ont de l'argent. Ça, c'est une tendance qui est en train de se développer énormément aux States et qui explique pourquoi on a de moins en moins d'argent dans les crypto-monnaies ces dernières semaines. Les gens ont envie de retirer, les gens ont envie de faire la fête, les gens ont envie de décompresser et c'est quelque chose qui fait en sorte que le cours a du mal à repartir. Tu t'imagines très bien que le mec qui a fait un blackout à Las Vegas, le lendemain, il va pas remettre son argent dans les cryptos. Il est là, il est content, il se met bien et peut-être dans les mois à venir, peut-être après l'été, il ressongera à mettre son argent là-dessus. Si c'est toi mec, je t'invite vraiment à faire attention parce qu'on est dans une période transitoire et c'est quelque chose qui peut repartir du jour au lendemain à la hausse comme à la baisse. C'est donc quelque chose sur lequel il faut continuer de faire gaffe malgré qu'on soit dans une période un petit peu plus détente avec les vacances qui arrivent, avec l'été qui est là. C'est quand même quelque chose sur lequel il faut continuer de s'intéresser. Suite à ça, on parlera du dollar cost averaging, stratégie que j'utilise depuis un petit moment.
Donc on a également les institutions qui s'apprêtent à rentrer dans la finance décentralisée, notamment sur le protocole AAVE, je sais jamais comment le prononcer, c'est peut-être AVE, c'est peut-être AV, je ne sais pas. Suite à ça, on a pu voir, ils avaient une pool complètement dédiée, juste pour eux, juste à la finance décentralisée, pour qu'ils puissent quand même s'amuser à faire quelques tests, à regarder si ça fonctionne bien, si ça fonctionne pas, là où il y a des problèmes, et qu'est-ce qu'ils pourraient vouloir de plus comme fonctionnalité. Je pense aux grosses institutions, c'est-à-dire les banques, les fonds d'investissement, ce genre de choses qui eux peuvent avoir besoin de s'intéresser à la finance décentralisée, tout simplement parce que c'est quand même des opportunités assez dingues. Suite à ça, ils veulent simplement donc faire baisser les cours pour avoir un meilleur point d'entrée, que ce soit pour eux ou pour leurs clients, ce qui semble assez logique, et ça pourrait expliquer le crash et donc un petit peu la manipulation qu'on a eue ces dernières semaines. Enfin maintenant ça remonte un petit peu vu que c'était en mai et qu'on est quasiment en juillet, mais ça pourrait expliquer ces certaines choses-là. Aussi on a vu donc, pour aller un petit peu plus loin, qu'on a eu beaucoup de liquidations sur des longues, c'est-à-dire des gens qui misent avec un leverage sur la hausse des cours, et c'est ça ce qui aurait pu faire crasher le marché. Tout simplement parce que les gens ont envie donc de liquider tout cet argent qui est disponible à certains paliers clés, et ils ont envie donc de virer tout cet argent-là, donc ils vont faire crasher le marché pour pouvoir acheter plus bas. C'est ce qu'on a pu voir récemment avec des flash crash qui sont arrivés très vite, très brutaux, et là où en fait sur l'espace de quelques heures on a une descente aux enfers, puis on remonte au niveau qu'on a connu juste avant, sans qu'il y ait plus de conséquences que ça. On a également beaucoup de projets qui sont en train de se construire sur les crypto-monnaies, donc ces projets là, ce sont des projets qui ont résisté au crash qui sont arrivés ces dernières semaines, ces derniers mois, et donc ce sont des projets qui pour moi sont solides sur le long terme, tout simplement parce que la majorité des gens quand ils voient un crash, ils se disent je vais retirer mon argent. Si ton projet résiste à tous ces gens-là qui veulent retirer de l'argent, on est dans une tendance qui est plutôt positive, parce que les gens ne vont pas avoir peur de retirer leur argent, et ils savent qu'ils peuvent le faire, qu'il n'y a pas trop de conséquences derrière, et donc que les cours ne vont pas forcément s'effondrer. C'est quelque chose de très intéressant, et c'est quelque chose qui peut te permettre, si tu suivais des projets que tu pensais intéressants, de voir si ces projets-là ne se sont pas effondrés. Ça veut dire que c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que ces projets-là ont de bonnes chances d'être sérieux. Donc intéresse-toi à tous ces projets-là, c'est le moment. Le prix au niveau des altcoins est très bas pour la majorité des altcoins, et c'est peut-être le moment de rentrer dedans. Au niveau de ma stratégie et de ce que j'utilise, je recommande toujours le dollar cost averaging, qui revient à mettre un petit peu d'argent tous les mois. Dès que tu as ton salaire, dès que tu as des rentrées d'argent, tu investis une partie de ça directement dans les crypto-monnaies, peu importe le cours. Ou alors, tu peux faire exactement la même chose, mais tu attends les dips, donc ces périodes durant lesquelles on a vraiment des chutes de prix pour obtenir des meilleures offres, parce que c'est notamment là que tu peux vraiment avoir des prix très compétitifs sur tout ce qui est crypto-monnaie. Je pense notamment aux altcoins qui ont tendance à beaucoup plus descendre comparé au Bitcoin. Aussi, il faut toujours que tu sois dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que les fondamentaux sont toujours les mêmes. Un Bitcoin aura toujours la valeur de 1 Bitcoin et aura tendance à prendre de la valeur au cours du temps, au fur et à mesure que de plus en plus de gens ont envie d'avoir du Bitcoin. À partir d'un moment, il n'y aura plus assez de Bitcoin en circulation, et là on pourra avoir un Bitcoin qui va vraiment prendre énormément de valeur. Mais ce que tu dois vraiment garder en tête, c'est que 1 Bitcoin est égal à 1 Bitcoin. Que le Bitcoin est une valeur de 50K ou est une valeur de 20K par Bitcoin, le Bitcoin aura toujours cette même valorisation. Ce sera 1 Bitcoin est égal à 1 Bitcoin, il aura toujours les mêmes fondamentaux, il aura toujours cette même tendance à la hausse avec les halvings qui vont se poursuivre pendant encore des dizaines voire des centaines d'années. Bon, j'abuse avec des centaines d'années, c'est plutôt des dizaines d'années. Ensuite, si tu maîtrises le marché, c'est exactement ce qu'on vient de dire, il faut que tu saches qu'au niveau des altcoins, on est sur un risk-reward qui est beaucoup plus élevé que si tu vas miser sur du Bitcoin ou de l'Ethereum. À savoir même que l'Ethereum est déjà sur un risk-reward plus élevé que le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est vraiment quelque chose qui est plus ou moins safe dans les crypto-monnaies et qu'on est sûr qu'il ne va pas s'en aller dans les mois, dans les années à venir, alors que les altcoins, ce sont des petits projets plus ou moins grands, je te l'accorde, qui vont avoir une certaine tendance quand même à être beaucoup plus volatiles que le Bitcoin, tout simplement parce que les gens investissent dans le Bitcoin, font de l'argent dans le Bitcoin, après ils investissent dans Ethereum, si Ethereum fait de l'argent, ils vont investir dans les altcoins. C'est ça, c'est le système, c'est comme ça que ça fonctionne. Si les gens commencent à perdre de l'argent sur les altcoins, ils vont revenir vers Bitcoin pour un petit peu avoir une bouée de secours, ou alors vers Tether et donc les stablecoins qui vont quand même permettre de stabiliser un petit peu le marché. C'est quelque chose qu'on n'avait pas en 2017, c'est quelque chose de très intéressant qui permet aux gens directement de ne pas être taxés. À savoir qu'à partir du moment où tu retires tes crypto-monnaies en euros, tu vas être taxé, mais si c'est quelque chose que tu fais sous
sous la forme de stablecoin comme le Tether, l'USDC ou n'importe quel autre stablecoin, eh bien tu n'es pas taxé, sachant que c'est toujours considéré comme quelque chose dans les crypto-monnaies. Également, j'ai envie de te parler de la vidéo que j'ai réalisée il y a pas longtemps qui permet donc de rechercher des gems. Les gems, c'est quoi? Ce sont des petits projets qui sont totalement sous-évalués et qui pourraient devenir gros dans le prochain bull run ou dans les prochains gros événements. Ces gems-là, en fait, ce sont des petits projets pour lesquels il y a de bonnes équipes. Ce sont des projets qui ont certaines tendances, qui ont certaines idées, qui veulent exécuter, qui sont pas encore 100% fonctionnels, mais qui ont une bonne équipe derrière et qui ont de bonnes chances de réussir et qui, s'ils réussissent, pourraient faire une énorme plus-value pour toi si tu as investi dedans. Je te fais donc une vidéo directement sur tout ce sujet-là qui t'explique un petit peu comment faire la chasse aux gems et comment savoir comment se positionner dessus. Donc j'ai la vidéo là, elle apparaît en haut à droite, tu peux cliquer dessus si c'est quelque chose qui t'intéresse. Suite à ça, j'ai envie de te dire que je suis toujours extrêmement bullish sur le long terme et je pense qu'avant la fin de l'année, on pourrait avoir un énorme reversal. Là, on pourrait aller tendre vers un Bitcoin vers les 100 000 $. Encore une fois, ce que je raconte, c'est uniquement mon opinion, mes analyses, c'est moi qui risque mon argent. C'est à toi de regarder si ce que je raconte, c'est ok, c'est pas ok avec ta philosophie de vie, avec ta philosophie d'investissement et c'est quelque chose de très important à toujours garder en compte. Bref, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Ce serait dommage parce que je vais parler de plusieurs sujets sur les crypto-monnaies qui pourraient être assez intéressants, en plus d'avoir une review sur l'actualité. On parlera notamment donc au niveau des cours et surtout de savoir comment investir, donc comment gérer une feuille pour toi, histoire que tu saches à peu près quand tu as investi, combien tu as investi, d'avoir un fichier Excel qui te permet directement d'avoir toutes ces informations-là et qui te permet donc de savoir quand est-ce que tu peux retirer, si tu peux retirer, si c'est intéressant de le faire là maintenant tout de suite. Sur ce, cette vidéo a déjà largement assez duré. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout si tu as écouté jusqu'au bout et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, ça veut tout simplement dire à demain vu qu'on fait des vidéos quotidiennes sur cette chaîne. Merci à toi.